Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quatrième e-débat. C'est e-débat qui rythme notre confinement. Ce e-débat est consacré aux violences intrafamiliales, un fléau. Un fléau dans notre société en temps normal et un risque majeur en période de confinement. Dès le 16 mars, le Conseil national des barreaux s'est mobilisé pour que les avocats prennent leur part de l'effort national pour lutter contre ces violences. Avec Mathieu Duluc, membre du bureau du Conseil national des barreaux, et Aminata Niakate, présidente de la commission égalité, qui tous les deux participent à ce e-débat et que je salue. Nous avons mis en place une brigade d'avocats élus du Conseil national des barreaux. Cette brigade, elle est en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour orienter les professionnels en contact avec des victimes vers des avocats en capacité d'obtenir notamment des ordonnances de protection. Il était important qu'on puisse toucher le plus rapidement possible l'avocat territorialement compétent. Ce numéro, réservé aux professionnels du soin, aux travailleurs sociaux, aux forces de l'ordre, est le suivant, je le rappelle, le 01 76 40 17 71. Nous avons immédiatement pris contact avec ces professionnels qui se sont mobilisés. L'Ordre des pharmaciens, qui a mis en place un dispositif formidable pour faire en sorte que les pharmacies puissent accueillir et recueillir la parole et les alertes des victimes de violences pendant le confinement. Je salue la présence aujourd'hui parmi nous de M. Alain Delgut, membre de l'Ordre national des pharmaciens, qui nous présentera le dispositif mis en place et ses retours d'expérience. Nous avons également pris contact avec l'Ordre des médecins pour faire connaître notre service et évidemment, nous avons pris attache avec le 3919, géré par Solidarité Femmes, et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sa directrice, Madame Françoise Brier, qui est également experte au Conseil de l'Europe, au Grevio, ce groupe d'experts qui lutte contre la violence faite aux femmes. Enfin, et parce que la lutte contre les violences intrafamiliales ne peut pas se limiter à la période du confinement, nous avons l'honneur de recevoir Madame Ernestine Ronet, membre du Haut Conseil à l'égalité, au sein duquel siège, je le précise, le Conseil national des barreaux en la personne de Mathieu Duluc. Les avocats, vous le voyez, sont ici encore au cœur de la cité. C'est un défi majeur pour notre société. Le monde d'après, dont on parle tant, ne peut pas être construit sur la violence, la menace, sur la haine, sur le harcèlement. Nous avons toutes et tous notre rôle à jouer. Alors, je vais céder la parole à Xavier Autain, président de la commission communication du Conseil national des barreaux, qui animera notre débat. N'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants, que je remercie une fois encore chaleureusement d'être présents. Merci et sans tarder, je passe la parole à Xavier Autain. Merci Madame la Présidente. Un certain nombre de questions. Alors je vais commencer par des choses un peu provocatrices, mais c'est intéressant parce que ça permet de recadrer le débat, et notamment deux questions qui nous sont faites et qui sont les suivantes. Pourquoi faire de ces violences une priorité? Et, pardon, le propos va peut-être apparaître choquant, n'y a-t-il pas une mode actuelle concernant les violences conjugales avec la prolifération des ordonnances de protection? Je laisse à chacun, pour le coup, parce que je pense que chacun aura probablement à dire pour répondre à ces deux premières questions très générales, mais qui permettent de cadrer le débat. Mathieu, Aminata, pour commencer peut-être. De voir cette question parce que c'est l'inverse. Quand on compare la situation de la France aux autres pays européens, on est très en arrière par rapport au nombre d'ordonnances de protection. Et le problème, c'est les violences, c'est pas les ordonnances de protection. Il n'y en a pas assez, justement.
OK. Madame Renet, vous voulez répondre vous aussi? Oui, bien sûr. D'abord, la première chose, pourquoi faire des violences conjugales une priorité? Mais parce que c'est extrêmement dangereux. Les violences faites aux femmes sont dangereuses, à la fois du point de vue physique. L'année dernière, on a eu 151 femmes tuées. Je ne compte pas les femmes estropiées, les femmes qui sont restées infirmes, plus toutes celles qui ont subi des violences graves. Première chose. Deuxième chose, les violences psychologiques qu'elles subissent sont extrêmement graves également et conduisent à des tentatives de suicide, des dépressions profondes. Troisième chose, les enfants qui sont présents au domicile et qui voient ces violences, eux aussi subissent des violences, nous les considérons comme des co-victimes. Donc c'est toute la société qui est impactée, donc effectivement, c'est très important d'en faire une priorité. Deuxième chose, la mode des ordonnances de protection, je vais vous dire, j'aimerais beaucoup que ce soit une mode, mais on en est très loin. Si je prends les chiffres, de 2018, 1662 ordonnances de protection ont été accordées. C'est les derniers chiffres que nous avons du ministère de la Justice. Donc 60% accordés. Et si je prends la Seine-Saint-Denis, nous en avons 15%. Donc vous voyez bien qu'au niveau du territoire national, on est très loin d'être dans la mode. Pourquoi est-ce que cette ordonnance de protection a été instaurée? Parce qu'un certain nombre de femmes ont trop peur de porter plainte, ont trop peur de se signaler parce qu'elles savent, il leur a dit je vais te tuer, elles savent que c'est possible. Et donc l'intérêt de l'ordonnance de protection, et c'est maintenant rentré dans la loi depuis le 29 décembre 2019, on n'est pas obligé d'avoir porté plainte, c'est avant la plainte, donc c'est une protection très complète avec interdiction d'entrer en contact pour l'agresseur, la question des enfants réglés, etc., le logement, etc. Donc on voit que c'est une mesure très protectrice qui malheureusement est insuffisamment utilisée en France. Madame Briet Oui, la question des violences à l'encontre des femmes et des violences conjugales en particulier, c'est quand même un phénomène majeur. D'ailleurs, les chiffres européens le montrent, ça touche tous les États et ça touche évidemment la France. Rappelons qu'au 39-19, l'année dernière, on a pris en charge 80 000 appels. Alors évidemment, plus de la moitié, c'était des violences à l'encontre des femmes. Donc on voit bien que ce n'est pas un épiphénomène, ça touche vraiment et malheureusement, il n'y a pas assez de repérage et peut-être pas assez de repérage de ces situations de violence, y compris lorsque les femmes entament des démarches. Il faut absolument améliorer cela. Par ailleurs, la question de l'ordonnance de protection, elle est beaucoup plus développée dans d'autres pays européens. Vous regardez l'Autriche, par exemple, vous regardez d'autres pays où c'est vraiment un instrument mis en avant pour protéger les femmes avant justement qu'elles puissent entamer des démarches, compte tenu de ce qu'a dit Ernestine Renet, vu le nombre de femmes qui sont tuées en France, mais aussi partout en Europe. Donc voilà, il faut penser les violences comme un phénomène très important au niveau de la société et qui jusqu'ici n'a pas été justement assez pris en compte. Et les ordonnances de protection, c'est vraiment un instrument qui doit être utilisé au maximum. Alors évidemment, ça n'empêche pas les poursuites pénales, etc., mais c'est vraiment un instrument nécessaire pour mieux protéger les femmes et les enfants. Dans ce cadre-là, un certain nombre de questions parlent du défaut de coordination, du défaut d'entente, du défaut de graissage des rouages entre les différents intervenants. Mathieu Duluc, peut-être nous parler un peu de l'interprofessionnalité qui est en train de se mettre en place? Exactement. Donc on peut remarquer que si on suit tout le parcours d'une victime de violence, que ce soit de la plainte ou même avant la plainte, de la révélation des faits jusqu'à la sanction judiciaire qui peut intervenir et on souhaite qu'elle intervienne, il y a un certain nombre de professionnels qui interviennent. Et puis maintenant, d'ailleurs, du fait de la période de confinement, on a intervention de l'ordre des pharmaciens à travers le dispositif qui a été mis en place. C'est créé la semaine dernière sous l'initiative de l'Ordre national des médecins et de sa vice-présidente, Madame Marie-Pierre Galdi, un Conseil national des violences intrafamiliales qui réunit l'ensemble de ces professionnels. L'objectif, c'est d'échanger, d'analyser ce parcours qui va nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut mieux échanger entre nous. Il faudra sans doute développer des instruments de formation commune, ce que nous ferons. Et puis, ça met également en évidence une nécessité de spécialisation de chacun des professionnels dans ces domaines. Tout avocat n'a pas forcément vocation à s'occuper de ce genre de dossier s'il ne se forme pas.
c'est tant du droit de la famille, c'est également un volet de droit pénal. Il faut vraiment qu'on développe cette formation parce que finalement, on peut réaliser même qu'il y a un certain nombre d'outils qui se sont développés avant qu'un nombre suffisant d'avocats les maîtrisent. Je pense notamment aux ordonnances de protection dont j'ai pu être surpris il y a quelques mois de voir que finalement, il n'y a pas beaucoup de confrères qui le pratiquaient. Donc, si on souhaite que ça puisse augmenter, alors il y a déjà beaucoup de confrères qui s'en chargent, hein. Il faut vraiment qu'on puisse aller sur l'ensemble du territoire encore plus loin pour répondre à ce service et que ce service, j'entends, service interprofessionnel, et que puissent se nouer des contacts locaux. Nous le faisons au point de vue national aujourd'hui et nous espérons pouvoir le développer davantage. Une petite précision, Mathieu. Madame Rygielski nous demande comment convaincre les confrères réticents de l'intérêt d'une approche pluridisciplinaire. Écoutez, je suis un petit peu surpris. Je suis un petit peu surpris de la question, je l'avoue. Maintenant, si elle est posée, c'est qu'elle existe. Et je pense que c'est à travers l'expérience de ce que nous faisons et ce que nous allons faire. Je pense que d'ici quelques mois, je n'imagine pas qu'on puisse douter des fruits de cette complémentarité. Je crois que il s'agit pas encore une fois aujourd'hui de réinventer la roue, de dire qu'il n'y avait rien avant, mais simplement les chiffres qu'a rappelé Ernestine Ronnet tout à l'heure nous montrent que s'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient exister, elles ne fonctionnaient pas suffisamment. Monsieur Delgut, vous qui êtes membre de l'Ordre national des pharmaciens, c'est la première fois que les pharmaciens sont mobilisés en lanceur d'alerte sur la question des violences conjugales. Pouvez-vous nous expliquer comment ça s'est mis en place et quels sont les premiers constats qui sont faits sur le terrain? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, première fois qu'on est mobilisé, non, puisque habituellement, on reçoit beaucoup de personnes par jour sans rendez-vous. Donc, on a l'habitude de recevoir ces personnes. Mais c'est la première fois qu'on le fait de façon officielle avec les instances gouvernementales. Alors, comment ça s'est passé en pratique? Je vais vous expliquer, c'est très rapide, hein. Il y a eu des remontées de chiffres, effectivement, d'augmentation très importantes, des chiffres très importants d'augmentation de ces violences intrafamiliales. Et donc, du coup, M. Castaner, donc notre ministre de l'Intérieur, a appelé la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Karine Wolf, pour lui exposer cette problématique et lui dire, est-ce que, comme en Espagne, puisqu'il y a déjà une expérience comme ça qui s'est passée en Espagne, est-ce que vous serez d'accord pour que les pharmaciens puissent accueillir et alerter lorsqu'ils reçoivent un signalement de violence familiale? Madame Wolf n'a pas hésité une seconde, elle a dit bien sûr, les pharmaciens seront à votre disposition. Et donc, dans l'urgence, en une matinée, pour être tout à fait précis, on a mis en place cette fiche interprofessionnelle dont vous avez eu, cette fiche de contact dont vous avez eu connaissance pour essayer d'alerter. Alors, on est en face quand même d'une difficulté pour nous pharmaciens, puisque nous ne sommes pas des professionnels, hein, on n'est pas psychologue, on n'est pas avocat, on n'est pas juge, on n'a pas cette finesse, on n'est pas non plus organisme agréé, on n'a pas cette finesse de connaissance de ces violences. Et donc, il a été décidé pour l'instant de faire uniquement un numéro d'appel unique, c'est-à-dire le 17, la gendarmerie. Et la gendarmerie ensuite charge à la gendarmerie de contacter les professionnels qui seront compétents. On a discuté effectivement avec le Conseil national des barreaux pour pouvoir permettre effectivement d'avoir aussi un avocat, parce qu'une des grosses problématiques aussi pour ces femmes victimes de violences, c'est de pouvoir se défendre, parce qu'elles sont vraiment perdues. Et donc, on a commencé à mettre ça en place très rapidement, donc début avril, donc ça fait plus d'un mois. Alors, au final, moi, je n'ai pas de retour de statistiques, d'événements, de chiffres à vous donner, mais en tout cas, on a beaucoup de remontées, beaucoup d'interrogations, effectivement, de la part des pharmaciens. Je vous laisserai peut-être juge là-dessus ou en discuter entre vous, mais on a une vraie problématique de savoir quand une femme ne veut pas qu'on signale, qu'on appelle les forces de l'ordre, est-ce qu'on doit le signaler, est-ce qu'on ne doit pas le signaler? On a, en tant que professionnel de santé, quand il y a un danger imminent pour la personne, on appelle, voilà, il n'y a pas de problème. Mais dans ces cas-là, j'ai la remontée d'une de mes consorts de Nevers, puisque j'exerce à Nevers, juste à côté de là où j'exerce, qui a eu une visite d'une femme comme ça, qui s'est dit victime de violence.
Elle a voulu appeler les forces de gendarmerie, elle n'a pas voulu, donc elle est repartie, elle lui a donné son numéro, le numéro de téléphone, etc., etc. Mais elle était très mal. Elle m'a dit qu'elle avait mal dormi la nuit parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Et cette femme est revenue le lendemain et dire, écoutez, oui, faut qu'on porte plainte. Et donc là, à ce moment-là, on a fait l'appel à ce numéro-là. Donc on est vraiment devant cette difficulté. Mais pour répondre à la question qui a été posée sur l'interpro, sur les formations interprofessionnelles, nous qui les pratiquons maintenant depuis longtemps avec les autres professionnels de santé, que ce soit les médecins, les infirmières, les dentistes, les kinés, etc., on a énormément à apprendre des autres. Donc, s'il n'y avait qu'une seule raison à donner pour ces formations interprofessionnelles, c'était bien celle-là. C'est formez-vous, travaillez ensemble, et de toute façon, c'est comme ça que l'on avance. Madame Brier, sur l'interprofessionnalité, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense que ce qu'on peut appeler aussi le travail et les politiques intégrées, ça veut dire que tous les partenaires doivent évidemment, autour d'une situation de violence, être mobilisés. Chacun ne peut pas et chacune ne peut pas intervenir seul à son niveau. De notre côté, nous, on a par exemple 90 avocats et avocates qui sont spécialisés, qui sont dans notre réseau. Et notre rôle, c'est de préparer, par exemple, les audiences, d'accompagner ces femmes vers l'avocat et l'avocate, justement de pouvoir agir en complémentarité pour que les avocats et les avocates voilà, soient aussi dégagés d'un certain nombre de besoins pour les femmes de parler donc, et de se concentrer finalement sur toutes les procédures qu'elles vont avoir à réaliser. Et ils participent et elles participent également à une commission justice au sein de notre réseau, justement par exemple pour réfléchir au plaidoyer législatif et à tout ce qui peut faire avancer les lois. Donc ça fait partie aussi de la complémentarité des actions. En ce moment, on a par exemple, on prend en charge 400 appels au 3919 tous les jours. On oriente ces femmes vers les associations de proximité et elles ont souvent évidemment des démarches et des souhaits d'entamer une procédure ou d'obtenir une ordonnance de protection. Et là, si on a des avocats à nos côtés vers lesquels on peut orienter ces femmes et avec lesquels on peut travailler, les articulations vont se faire rapidement et on peut par exemple nous organiser des séances en collectif. Voilà, on va préparer les femmes aux audiences justement pour pouvoir améliorer toutes les suites judiciaires qui vont avoir lieu. Donc c'est vrai, c'est extrêmement important et en ce moment d'autant plus avec les urgences qui nous arrivent de pouvoir compter sur des avocats avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui vont pouvoir entamer ces procédures judiciaires avec ces femmes. Coordination, formation aussi. Certains parlent du défaut de formation des avocats, des magistrats, des OPJ. Quel est le meilleur cadre et comment améliorer la formation des JAF notamment, puisqu'il est fait état, vous le disiez Madame Renet, peut-être pouvez-vous répondre à cela, que 60% des demandes d'ordonnance seulement sont reçues, 40% sont rejetées, ce qui pose, et on y reviendra ensuite sans doute avec Aminata et Mathieu, la question des preuves à apporter. Alors, il y a deux choses. Sur ce qui est de la formation, évidemment, c'est très important qu'il y ait une formation. Et je dirais même une formation commune, avocats, OPJ et magistrats. Pour ce qui concerne les JAF, depuis maintenant 1 an, il y a une obligation quand il y a un changement de fonction. Les JAF ont une formation obligatoire et notamment dedans entre la question des violences conjugales et de l'ordonnance de protection. Alors évidemment, le travail en commun est très important parce que pour fournir les éléments de preuve, Françoise Brier vient de le dire et elle a complètement raison, il y a besoin de travailler en coordination. Il existe au niveau des barreaux, pas de tous, mais d'un grand nombre, des groupes spécialisés d'avocats sur la question des violences conjugales. Et je dois dire que c'est extrêmement précieux. Le numéro de téléphone que vous avez mis en place au niveau du CNB, comme au niveau des barreaux, de certains barreaux en France, sont aussi très précieux parce qu'ils permettent que les femmes, les associations puissent faire appel à ces avocats spécialisés. Je pense que la spécialisation est très importante pour tous, pour que cette question des violences soit vraiment prise en compte. Juste un mot sur les pharmaciens, si vous me donnez 3 secondes, mais c'est 3 secondes, par rapport à la question qui vient d'être posée par l'ordre des pharmaciens. Je pense que si la dame ne souhaite pas porter à la connaissance des forces de sécurité les violences qu'elle subit, il ne s'agit pas pour le pharmacien de jouer le rôle de l'agresseur et de décider à sa place.
Je pense qu'il est très important. D'ailleurs, l'exemple qui a été donné, c'est qu'elle est revenue parce qu'elle a été en confiance avec ce pharmacien, de respecter cette dame, de lui dire, vous pouvez revenir à tout moment et nous appellerons le 17 ensemble. Et aujourd'hui, si vous ne souhaitez pas appeler le 17, peut-être que nous pouvons appeler le 3919 ensemble. C'est-à-dire donner à la dame la possibilité de s'informer mieux. Il est fait état, et j'ai mentionné la question, pour les pharmaciens, pourrait-on envisager une collaboration avec les associations de femmes localement pour permettre de savoir quoi faire dans l'urgence et les permanences avocats spécifiques? Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui existent déjà. Visiblement, il faut encore les améliorer. Nous avons des questions aussi relatives aux moyens de preuve et donc à ce qui est mis en place pour sensibiliser les huissiers et quels sont les partenariats possibles avec les huissiers, puisque dans les 40% de rejet, il y a souvent de la motivation liée à l'absence de preuves ou bien à l'absence de vraisemblance ou l'absence de mise en danger. Qui peut répondre sur ça? Aminata ou Mathieu, peut-être? Comme vous voulez. Je peux essayer de répondre. Tu veux répondre? Vas-y, je vous laisse si tu veux. C'est effectivement une piste à explorer parce que lorsqu'on demande une ordonnance de protection, il faut effectivement prouver la vraisemblance des violences physiques, psychologiques et même financières. Et c'est une preuve très très difficile à apporter parce que ces violences ont lieu à huis clos, sans témoin ou alors en présence des enfants mais qui ne peuvent pas attester contre leurs parents. Les juges, les policiers vont s'attacher quasi exclusivement aux violences physiques qui laissent des traces et c'est vrai que c'est très très difficile de prouver, donc d'obtenir l'ordonnance de protection. Donc un partenariat avec des huissiers peut effectivement être une piste de réflexion pour réfléchir et trouver et collecter des preuves pour obtenir ces fameuses ordonnances de protection. Juste simplement un mot si je peux me permettre pour compléter, parce que à la fois je ne voudrais pas que la difficulté de la preuve soit ressentie comme un obstacle au fait justement de révéler les faits et d'entamer une démarche. Il faut bien se situer que dans le cadre d'une ordonnance de protection, vous n'avez pas à rapporter la même preuve que dans une audience correctionnelle, par exemple. Ce qu'on vous demande d'établir, c'est que les faits sont vraisemblables. L'ordonnance de protection, on est sur quelque chose de provisoire, on est en quelque sorte sur un mécanisme de précaution dans lequel ce qu'on doit établir, c'est que les faits révélés ont pu se produire et pas qu'ils se sont produits. Ce qui fait qu'on est quand même dans un mécanisme un peu plus aisé que dans celui d'une audience correctionnelle. Et la manière de rapporter cette preuve, elle est quand même très large. Ça peut être un témoignage, ça peut être une attestation de quelqu'un qui va vous dire, eh bien, fréquentant régulièrement la famille, j'ai pu constater ceci ou cela. Il faut pas, je ne souhaiterais pas que une victime de violence qui nous écoute aujourd'hui en arrive à se dire, eh bien, voilà, je n'ai pas de certificat médical établissant du coup et donc je n'arriverai jamais à établir une preuve. Non, on est bien dans la recherche de la vraisemblance de faits et que avec un moyen de preuve qui sont multiples. Alors oui, lorsqu'on a des choses qui sont matériellement constatables, eh bien, il y a l'intervention professionnelle, qui soit huissier, qui soit médecin, qui soit psychologue, qui soit... Bon. Mais on n'a pas uniquement, et bien souvent d'ailleurs, on n'a pas de traces matérielles à pouvoir mettre en avant, et qu'on est bien dans un mécanisme plus large. Et ça fait partie de cet accompagnement qu'on peut trouver avec le milieu associatif, avec le 3919, avec Solidarité Femmes, qui peut bien vous expliquer, en écoutant votre situation, ce qui peut être mis en avant pour ensuite saisir et solliciter cette ordonnance de protection. Donc, encore une fois, il n'y a pas de frein probatoire, le simple fait, pour pouvoir parvenir à convaincre un magistrat de prendre cette mesure. Christiane Ferrachul, peut-être sur le partenariat avec les huissiers, pardon. Oui, il y a des initiatives qu'il faut impérativement fédérer. Je pense à l'initiative menée par Astrid Desagneaux, qui est huissier de justice et qui a créé une association et qui établit gratuitement
des constats d'huissier en cas de violence faite aux femmes. Donc, je pense qu'il faudrait arriver à recenser tout ce qui existe parce qu'il y a de belles initiatives et que on a besoin de toute cette énergie positive qui se fait ici et là. On manque très certainement de fédération sur ce terrain-là. Et lorsqu'on parle de formation des différentes professions ensemble, je crois qu'il faut mettre dans la boucle également les huissiers, il faut également s'intéresser aux éducateurs, il faut s'intéresser à tous les acteurs parce que nous ne sommes qu'un maillon dans cette chaîne. Donc, pour établir la preuve des violences, on le sait, ça commence aussi par des constats. Donc, une piste à explorer. Sur les preuves, Françoise Briet, vous aviez quelques éléments à nous apporter. Oui, en ce qui concerne l'ordonnance de protection et tout suivi des femmes, c'est vrai que nous, associations, nous pouvons aussi réaliser des attestations, en particulier pour des femmes qui viennent dans nos structures pour des entretiens réguliers. Et à partir de là, effectivement, on essaie de rédiger en tous les cas, des attestations de suivi qui indiquent aussi les constats dans lesquels nous observons les femmes. Ça peut être aussi avec les psychologues qui sont dans nos structures, l'état psychique des femmes et qui peuvent servir évidemment comme faisceau de preuve pour l'obtention d'une ordonnance de protection ou même dans d'autres procédures. C'est vrai que notre rôle aussi, c'est de pouvoir aussi soutenir les démarches judiciaires des femmes, alors évidemment avec les précautions nécessaires, mais en tous les cas, dans le cadre de suivi pour ces femmes, évidemment que nous pouvons aussi participer à ce faisceau de preuves pour faciliter l'obtention de ces ordonnances de protection ou d'autres procédures. Madame Renet, sur les huissiers, votre expérience de terrain est importante? En Seine-Saint-Denis, les huissiers interviennent gratuitement pour signifier les ordonnances de protection et pour informer donc les agresseurs qu'il y a une procédure. Donc c'est un partenariat très fort avec le tribunal et l'ensemble des partenaires sur cette question, donc c'est plutôt très positif. Juste un mot sur les attestations. Si vous allez sur le site de la MIPROF, donc stopviolence.gouv.fr, vous allez trouver des modèles d'attestation pour les sages-femmes, les médecins, les infirmières, les chirurgiens dentistes. On n'a pas encore pour les pharmaciens, mais ça ne saurait tarder, n'est-ce pas, avec le Conseil de l'ordre, c'est-à-dire, et pour les travailleurs sociaux aussi, c'est-à-dire de sécuriser le fait que le professionnel fasse une attestation et qu'il n'a pas de risque ensuite d'avoir le retour de bâton du Conseil de l'ordre qui lui dit c'est pas comme ça qu'il fallait faire votre attestation, etc. C'est-à-dire encourager vraiment les professionnels à faire les attestations, ce qui bien sûr aide ensuite les femmes victimes. Petite incise pour le 3919, Madame Bessis nous dit mais le 3919 c'est bien, mais c'est sur des horaires de métropole. Et visiblement, étant en Guadeloupe, elle dit nous, il est forcément pas conforme à nos horaires et donc on a quelques difficultés concrètes. Si l'on avance dans le processus, il y a ensuite la question du traitement. Et la question notamment qui est soulevée par un certain nombre d'internautes et de professionnels, des délais de traitement. Délais de traitement sur les ordonnances, délais de traitement des enquêtes policières, délais de traitement judiciaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer et pour répondre à l'urgence dans laquelle les femmes victimes de violences, l'urgence absolue dans laquelle elles sont parfois, l'urgence absolue vitale, on l'a vu encore récemment avec des interventions qui, si elles ne sont pas faites dans les 20 minutes, une demi-heure, entraînent la mort de la victime de violences préalables. Comment accélérer ces processus? Mathieu? Il souhaite, oui. Alors, déjà, l'ordonnance de protection, elle est quand même, de par la loi, elle est enfermée dans un délai. Le magistrat devant rendre sa décision au maximum dans un délai de 6 jours. Pour ce qui est de la situation et d'urgence et du risque vital que tu relèves, il faut aussi voir qu'une des conséquences du Grenelle des violences conjugales, des violences faites aux femmes, a été en présence justement de ce risque vital, de la possibilité
pour le médecin d'être délié du secret professionnel dans l'hypothèse qu'on a évoquée tout à l'heure, où la victime n'est pas forcément en état de porter plainte. Et puis, on a une mobilisation quand même, et là je renvoie vers Solidarité Femmes 39-19, d'une réaction immédiate et de mettre à l'abri, au mieux, et ça par l'ordonnance de protection, puisqu'on a quand même aussi eu un changement majeur et un changement culturel majeur ces dernières années, qui est d'inviter aujourd'hui l'agresseur à quitter le domicile, alors que pendant très longtemps, la logique était plutôt d'inviter la femme à quitter le domicile. Donc, sur le volet judiciaire, on est quand même enfermé, en tous les cas, pour l'ordonnance de protection. La loi fixe une intervention rapide. Après, les délais d'intervention des services de police et des enquêtes, là, malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais je pense que Mme Brier pourra compléter pour ce qui est de ce que peut faire notamment le 39-19 dans ces situations d'urgence. Madame Briet, justement, on voit un certain nombre d'internautes qui nous remontent des questions, des interrogations qui sont simples. Comment agir quand une plainte pour violence conjugale n'est pas traitée depuis plusieurs mois par les services de police, ou bien lorsque les services de police ont même des réticences à enregistrer les plaintes? Donc, oui, je voudrais juste reprendre un petit peu sur l'évaluation du danger. C'est vrai que l'évaluation du danger, c'est extrêmement compliqué dans les situations de violence conjugale. Et là aussi, il faut une approche pluridisciplinaire. Ça veut dire comment ensemble, avec l'ensemble des partenaires, on peut, dans le cadre du secret professionnel partagé et dans le cadre d'un certain nombre d'éléments, pouvoir mettre en commun parfois des éléments de danger et à ce moment-là, s'appuyer évidemment sur des procédures pour protéger les femmes. Parce que le danger, il peut être là à n'importe quel moment dans le parcours de ces femmes victimes de violences conjugales. Ça peut être un danger immédiat, mais ça peut être aussi 6 mois après, lorsque les femmes, effectivement, n'ont pas eu de réponse à leur demande, lorsqu'elles ont déposé plainte ou lorsque elles ont entamé des procédures. Il y a des possibilités aussi de mise en sécurité dans des centres d'hébergement. Alors, c'est vrai que dans notre réseau, nous en avons 2900, que c'est souvent des demandes répétées et qu'on manque souvent de places d'hébergement. Mais en tous les cas, on peut effectivement mettre en sécurité des femmes et on a plutôt tendance dans notre réseau à privilégier celles qui sont le plus en danger, justement, pour les protéger au mieux dans ces centres dont les adresses sont confidentielles et avec des équipes qui vont les accompagner dans toute leur démarche. Sur les refus de plainte, donc ça fait partie aussi des difficultés que nous avons des partenariats aussi avec les services de police et de gendarmerie. Évidemment, on fait remonter un certain nombre de dysfonctionnements. Il faut quand même souligner qu'il y a eu des améliorations, mais qu'il y a encore des points difficiles. Il y a souvent une difficulté le week-end et la nuit. Ça fait partie de ce qu'on a pu observer, en tous les cas lors d'une enquête qu'on a menée en 2017. Donc, comment aussi on peut organiser le dépôt de plainte, soit à travers des référents violences qui sont dans les commissariats et les services de gendarmerie, en prenant des rendez-vous, par exemple, lorsqu'on est aussi intégré et qu'on a un travail régulier avec eux. Donc, comment on peut aussi améliorer ce parcours en prenant un rendez-vous avec ces référents lorsque c'est possible. Et puis aussi travailler désormais avec la plateforme qui a été mise en place avec le chat et qui peut aussi faciliter le contact avec ces services de police et de gendarmerie. Puis ensuite, évidemment, il y a la question de la formation et de ce travail en réseau qui est local, c'est-à-dire comment nous, avec les avocats, les avocates, avec d'autres partenaires, on peut organiser aussi des formations pluridisciplinaires avec ces services de police et de gendarmerie. Et dans ces formations, évidemment, parler du travail en réseau et faciliter le parcours des femmes vers le dépôt de plainte, y compris lorsqu'il y a des refus, de pouvoir faire remonter ces dysfonctionnements localement. Avec une petite précision, et après j'interrogerai Aminata, visiblement certains rapportent que pendant le confinement, les services de police ou de gendarmerie ne se déplaçaient qu'en cas d'extrême urgence. Comment protéger les femmes lorsqu'elles n'ont pas dans une extrême urgence, c'est-à-dire dans une urgence vitale? Alors, la question effectivement, on a eu quelques remontées en ce sens. Ils interviennent beaucoup avec le 17. Nous, on a des liens avec les services locaux pour faire intervenir rapidement les services de police lorsqu'on a une femme qui appelle au secours au 39-19. Heureusement, ce n'est pas des situations
majeur dans tous les appels qu'on reçoit, mais on a quand même noté dans le confinement 8 à 10 demandes par semaine d'intervention des services de police contre 1 à 2 par mois. Donc, ça veut dire que effectivement, il faut aussi que les femmes puissent aller déposer plainte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on note ces dysfonctionnements et on essaie d'appeler effectivement derrière les services de police et de gendarmerie pour comprendre aussi pourquoi il n'y a pas la possibilité de déposer plainte. Et je pense que là, il faut s'adresser aussi à la plateforme sur les violences sexistes et sexuelles et que ce soit signalé sur cette plateforme qu'il n'y a pas eu de possibilité de déposer plainte pour que ça puisse remonter, effectivement, que les femmes puissent ensuite être orientées, parce que c'est pas logique qu'elles puissent pas aller déposer plainte, y compris en période de confinement, et au contraire. Mais des remontées qu'on a, on a un certain nombre de femmes qui ont quand même pu aller déposer plainte. Mais voilà, il faut quand même signaler ces dysfonctionnements, au moins sur cette plateforme. Aminata, on a vu la question de la formation des JAF. Comment donc s'assurer qu'une plainte, si elle n'est pas prise par les services de police, puisse arriver et qu'il n'y ait pas le découragement de la victime qui, se heurtant à des obstacles administratifs, ne pourrait pas faire avancer son dossier? Oui, alors en fait, l'avocat peut directement saisir le parquet, donc ça peut être l'alternative. Les policiers ont vocation à répondre au téléphone, à prendre les plaintes. Donc en situation de violence, le réflexe ça doit être le 17. Mais si les plaintes ne sont pas prises, là, il faut se tourner vers l'avocat qui peut faire cette plainte et l'adresser directement au procureur de la République. Ça peut être une solution en cas de carence des policiers. Mais j'ai ouï dire qu'ils avaient reçu des consignes extrêmement précises, en particulier en cette période de confinement, pour prêter une attention particulière aux saisines pour des questions de violence conjugale. Donc, c'est absolument pas normal qu'il y ait des policiers qui refusent de prendre des plaintes en ce moment. Lorsqu'il y a une enquête et qu'il y a donc un traitement policier avec des témoignages, des auditions de témoins qui sont faites et qui apparaissent, ces éléments sont importants pour l'ordonnance de protection. Comment s'assurer que ces éléments puissent rentrer en possession de la victime lorsqu'elle va demander son ordonnance de protection, car ce sont des éléments probatoires certifiés et dont la contestabilité est forcément beaucoup moindre et qui convaincront le juge. Notamment, c'est ce que nous souligne un internaute, lorsque les époux sont séparés et que les tribunaux considèrent que époux séparés, pas d'ordonnance de protection. Oui, enfin, l'ordonnance de protection a été imaginée comme justement précédant la plainte. Voilà. Mais généralement, soit la plainte est déposée en même temps, mais en tous les cas, la procédure et l'enquête préliminaire n'est pas achevée. Il ne faudrait pas non plus qu'on ait ce réflexe de se dire eh bien, l'ordonnance de protection sera au soutien de plainte pénale. C'est justement tous les efforts qui ont été faits ces dernières années, lorsqu'on sait à quel point il est difficile pour une victime de déposer plainte, d'essayer de désolidariser les deux. Et que, encore une fois, le champ probatoire de la plainte de la procédure pénale et de celui de l'ordonnance de protection, quelque chose de différent. Dans une situation, on prouve que les violences sont produites, dans une autre, qu'elles ont pu se produire. Donc, je crois vraiment qu'il est important de dire ce message. Je crois qu'Ernestine souhaite compléter. J'avais avant une petite précision aux deux avocats que vous êtes. Notre confrère et collègue au Conseil national des barreaux, Marie-Christine Dinofer, nous dit mais est-ce qu'on n'a pas un risque d'instrumentalisation des ordonnances de protection dans des stratégies judiciaires dans cette période où l'accès au juge est très ralenti, il restera durablement? Oui, enfin, si vous voulez, ça c'est, je l'entends, mais de la même manière que on va toujours nous dire, oui, enfin, est-ce qu'il n'y a pas une risque de fraude au RSA? Est-ce qu'il n'y a pas une risque, on disait également, et si on insiste trop sur les infractions sexuelles sur les mineurs, est-ce qu'on risque pas également d'instrumentaliser? En soi, ça existera toujours, et il y a toujours des gens qui pourront se servir d'un dispositif pour le galvauder au soutien de leur cause. Mais fort heureusement, ça reste extrêmement minoritaire et il ne faudrait pas pour autant ne pas mettre en valeur cet instrument que l'on développe. On parlait des violences physiques, on en reparlera. Les violences psychologiques, Madame Renet, vous pouvez nous cadrer un peu tout ce qui se vit mais ne se voit pas forcément?
La violence psychologique précède toujours toutes les autres formes de violence. C'est très important à avoir dans la tête, c'est-à-dire la mise en place de l'emprise par l'agresseur sur la femme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'humiliation, la dévalorisation, et en même temps, parce qu'il fait marcher le chaud et le froid, je t'aime comme personne ne t'aimera, mais regarde comme t'es moche, pour prendre un exemple simple. Et à longueur de temps, dans les violences conjugales, les femmes subissent ce type de violence, de dévalorisation, d'humiliation. Et donc, la violence psychologique a des conséquences extrêmement graves au niveau psychologique, du psychotrauma très exactement, et du coup, elle est prouvable au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'il existe des psychotraumatologues en capacité, et tout à l'heure Françoise Brier le disait pour la Fédération Solidarité Femmes, peuvent prouver que cette femme est vraiment victime et donc subit du psychotrauma. Et c'est un élément de preuve, ce n'est pas le seul, mais c'est quand même un élément de preuve extrêmement important dont il faut tenir compte. Au Grenelle, nous avons parlé de suicide forcé, c'est-à-dire l'idée que ça peut conduire jusqu'à la mort. C'est-à-dire que la violence physique est grave, elle peut conduire à la mort et à toutes les autres formes graves au niveau physique, mais la violence psychologique également. Et je pense qu'il est important d'avoir ça dans la tête. Et donc, elle peut se prouver, évidemment, à la fois par ce que je disais par rapport aux psychologues, mais aussi par rapport aux témoins, parce que d'accord, il n'y a pas de témoins directs, mais il peut y avoir des témoins indirects. Elle a dit ça à sa mère, elle a dit ça à ses collègues de travail, les voisins ont entendu, etc. Et donc, c'est l'ensemble du faisceau de preuves, d'indices, qui va permettre que le magistrat se fasse son intime conviction. Donc, on est là-dedans. Et les violences psychologiques, il ne faut surtout pas les banaliser. Parce que finalement, comme les violences sexuelles, elles ne sont pas toujours reconnues par les victimes et pas toujours reconnues par les professionnels, mais elles sont extrêmement graves. Deux thématiques. Juste, excusez-moi un mot. C'est rentré dans le code pénal, harcèlement moral dans le couple, seulement en 2010. Nous sommes en 2020. C'est très récent. Et donc, le temps que ça rentre dans la tête de tout le monde, ce n'est pas tout de suite. Justement, certains nous soulignent le fait que les violences psychologiques ne sont pas considérées comme pouvant être fondatrices des plaintes. Et le corollaire de ça, c'est que certains demandent si le concept de preuve en cette matière ne doit pas être repensé avec une présomption de crédibilité des déclarations circonstanciées de la femme victime. Oh, quel bonheur d'entendre ça. Excusez-moi, je prends la parole tout de suite, parce que depuis un certain temps, je dis qu'il faut donner une présomption de crédibilité à la victime dans le cadre du principe de précaution dont parlait Mathieu Dubuc tout à l'heure. Je pense que c'est très important. Il y a d'un côté la présomption d'innocence, très importante bien sûr, et de l'autre, pour équilibrer les deux plateaux, la présomption de crédibilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller à croire n'importe quoi, ça veut dire que ce qui est important, c'est qu'à partir des déclarations de la victime, on soit le policier, le magistrat, soit en capacité de penser et donc d'interroger la victime, de lui permettre de dire tout ce qu'elle a vécu. Elle vient pour une gifle, mais elle a vécu des années de violences graves. Et donc, c'est ça qui est important à faire ressortir, la violence psychologique, la violence sexuelle, qui souvent n'est pas dite si on ne la questionne pas. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est une présomption d'innocence en pénal et une présomption de crédibilité sur les ordonnances de protection? Non, la question, c'est de permettre à la victime de dire tout ce qu'elle ressent et tout ce qu'elle a vécu pour ensuite pouvoir en faire les éléments de preuve. C'est-à-dire qu'on reste sur l'idée qu'il faut des éléments de preuve, on n'est pas n'importe où, mais on prend en compte tous les éléments de preuve, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, sa parole, mais aussi, elle en a parlé à son médecin traitant, eh bien, le policier peut demander un certificat au médecin traitant, elle en a parlé à l'assistante sociale, etc. Je ne vous fais pas le détail, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à partir des déclarations, on va chercher les éléments. Très concrètement, une personne me demande, mais l'ordonnance de protection prononcée, la victime a-t-elle le droit de changer la serrure de l'appartement pour éviter le retour de l'homme violent? Et comment la police peut-elle réagir en cas de violation par l'auteur de l'ordonnance de protection?
Tout Madame dépend, René, puis ensuite Aminata ou Mathieu. tout dépend ce que l'ordonnance de protection a accordé. Mais si l'ordonnance de protection a accordé le domicile à madame, évidemment, elle peut changer la serrure. On est bien d'accord là-dessus. Si l'ordonnance de protection a accordé le fait que madame reste dans son logement, évidemment, elle peut rester dans son logement. Tout dépend de ce qui a été accordé, mais si ça a été accordé, eh bien, évidemment, elle peut prendre toutes les mesures de précaution pour rester en sécurité dans son logement. Mathieu, Aminata. Oui, je pense que Mme René a répondu. Et bon, encore une fois, tout dépend de ce qui est prévu dans l'ordonnance de protection. Et bien évidemment, interdiction d'entrer en contact et violation, c'est poursuite pénale, c'est possible incarcération. Je voudrais revenir juste un mot, parce que la présomption de crédibilité, je me doute bien que ce sont des mots qui font un peu mal à l'oreille aux juristes qui ont de mal à entendre ce concept-là. À aucun moment, on va remettre en cause la présomption d'innocence. C'est en plus, c'est repris ça fait partie de principes constitutionnels que de toute façon, même si on le souhaitait, on ne pourrait pas. Et en plus, personne ne le souhaite. La présomption de crédibilité, c'est d'abord une écoute bienveillante. Je crois qu'au travers le Conseil d'égalité et la commission préside Ernestine René, on a pu voir, on a pu réaliser nombre de fois des victimes qui ont le sentiment de ne pas être entendues, de ne pas être crues lorsqu'elles vont simplement déposer plainte. Je crois que se mettre dans un état d'esprit dans lequel, lorsque je recueille la parole par principe, je la crois, eh bien, ça ne remet pas en cause la présomption d'innocence et que la présomption de crédibilité n'empêche pas le développement de l'esprit critique. Et c'est une écoute bienveillante et qui va mettre la victime dans des dispositions favorables pour raconter son calvaire. Voilà. Et dans les différentes questions qui sont posées ou avantages, il est aussi des questions qui sont un peu plus prospectives et qui notamment parlent du rôle des référents harcèlement sexuel en entreprise et leur mobilisation dans ce maillage pour pallier à l'isolement des victimes de violences. Qu'est-ce que Madame Briet, Madame René, qu'est-ce que vous pensez de telles initiatives ? Mobiliser les référents harcèlement sexuel en entreprise. Donc, ce n'est pas la vocation puisqu'ils sont dédiés au harcèlement sexuel dans l'entreprise. Oui, de toute façon, Ernestine, vas-y peut-être. Oui, je veux dire, que ce soit le référent harcèlement sexuel, le RH ou d'autres, dans le cadre de l'entreprise, on va constater que la femme va avoir, quand elle est victime, pas toujours, mais elle peut avoir une perte d'efficacité, une perte de concentration, etc. Et puis même, elle va pouvoir avoir, parce qu'elle est très impactée, elle va avoir du mal à aller jusqu'à l'entreprise. Et même à demander un certificat médical à son médecin pour avoir le droit de rester chez elle parce qu'elle n'en peut plus. Donc, la question qui est posée, c'est que dans l'entreprise, on prenne en compte le fait que la dame peut être victime de violences conjugales dans le cadre privé, et donc qu'on la sollicite, on lui pose la question, on soit attentif à ce sujet. Et donc, ça peut être le référent harcèlement sexuel, mais ça peut être le RH ou le chef hiérarchique, etc. En tout cas, quelqu'un doit pouvoir prendre en compte le fait que cette dame est victime et donc pas dire « Ah, vous n'avez pas rempli vos papiers, licencié, procédure de licenciement », mais au contraire, l'aider à revenir éventuellement et en tout cas à ce que ses droits soient garantis. Puisque la grande question, c'est que souvent les hommes violents essayent que leurs femmes ne travaillent pas. Parce que ce qu'ils veulent, c'est isoler leur compagne et donc tu ferais mieux de rester à la maison. Et du coup, le risque pour cette dame, c'est de perdre son contact social, l'entreprise étant un contact social très important. Donc, l'entreprise peut être un cadre protecteur et doit être un cadre protecteur. Et c'est nouveau. Donc, c'est quelque chose à faire penser. Si je peux ajouter, dans nos constats sur la ligne d'écoute nationale,
on observe un différentiel 2 à 3 fois plus important que dans la population générale entre les ressources et les salaires des femmes victimes et ceux des auteurs de violences. On a 40% d'emplois chez les femmes victimes pour 70% des auteurs. Donc, on voit que la question des violences économiques, elle est là aussi. Et je pense que dans tout ce qui est observé aussi et comme élément de preuve, on a aussi la question des violences économiques. Comment, justement, il y a empêché d'aller travailler, confiscation des ressources, absorption des ressources à la CAF. Donc ça aussi, ce sont des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Sur la question des entreprises, évidemment que c'est un lieu essentiel pour que les femmes puissent être repérées. Ces référents sont importants. Il y a des fondations comme la Fondation FAS qui ont élaboré des guides justement de bonne conduite avec d'autres fondations qui sont impliquées au niveau des entreprises justement pour avoir des référents, des formations aussi au sein des entreprises pour qu'il y ait aussi des liens partenariaux avec les associations. Comment une femme, quand elle quitte le domicile, va pouvoir obtenir un logement, par exemple dans le cadre du 1% patronal. Voilà, il y a beaucoup de partenariats à établir avec ces référents et c'est effectivement aujourd'hui une ouverture importante dont il faut se saisir. En tous les cas, il y a déjà des expériences qui sont menées. Et ça peut être aussi intéressant de travailler avec les assistantes sociales de ces entreprises, leurs services RH. Et en tous les cas, ce qu'on a commencé, nous, à faire au niveau de notre réseau, justement, apporter des formations dans ces entreprises et essayer d'élaborer justement des protocoles ensemble pour pouvoir améliorer la situation de ces femmes. Ça peut être l'obtention d'un logement, mais ça peut être aussi, y compris des aides financières qui peuvent être attribuées dans ces entreprises à certains moments du parcours des femmes. Je rebondis sur votre propos, Madame Brier, justement. Souvent, le corollaire de la violence aux femmes, c'est en tout cas statistiquement, dans 25 à 30%, c'est de la violence faite aux enfants également. Et donc, la nécessité d'implanter ailleurs une cellule familiale. On nous pose la question de la situation exacte des hébergements en France. On nous pose la question de projets qui sont faits visant à créer des structures très intégrées permettant de déplacer les victimes pour les soustraire à la violence de leurs auteurs. Où est-ce que l'on en est sur l'hébergement et, petit corollaire, sur l'hébergement des femmes en situation irrégulière qui ont une fragilité supplémentaire par l'absence de papiers les mettant dans une situation administrative officielle. Alors, la situation de l'hébergement, on a un peu plus de 5000 places d'hébergement en France pour femmes victimes de violences. Dans notre réseau, il y en a 2900 qui sont là aussi dans les centres spécialisés. Et je pense qu'il est important de souligner, c'est qu'il faut des lieux dédiés aux femmes victimes de violences où elles puissent avoir une prise en charge pluridisciplinaire, avec des équipes qui sont extrêmement bien formées aux questions, en particulier aux questions de sécurité. Donc, les hébergements, cela dépend des régions. Il y a des régions où les places d'hébergement sont en nombre suffisant. Et il y a évidemment des régions où c'est beaucoup plus tendu. Je pense par exemple à toutes les grandes agglomérations, la région parisienne, où effectivement les places d'hébergement manquent. Il faudrait qu'on puisse créer en particulier, en tous les cas, nous, c'était nos demandes, des centres d'hébergement ouverts 24 heures sur 24. Il y en a quelques-uns qui puissent travailler en lien avec tous les services de police, les tribunaux, avec les autres partenaires pour que les femmes puissent être accueillies en urgence 24 heures sur 24 dans ces centres spécialisés où puissent être garanties au maximum, en tous les cas, leur sécurité. Et accueillies évidemment avec leurs enfants. Donc, je pense que cette question de l'hébergement, elle est évidemment au cœur de nos préoccupations. Pendant le confinement, il y a eu des nuitées hôtelières qui ont été dégagées temporairement, mais je pense qu'il va falloir repenser aussi après le confinement à encore renforcer ces dispositifs. L'accueil dans les services d'urgence, normalement, est inconditionnel, c'est-à-dire que les femmes, même qui n'ont pas de titre de séjour, peuvent évidemment être reçues dans les centres d'hébergement d'urgence, mais évidemment se pose après la complexité de leur droit au séjour et de la durée en hébergement. Mais évidemment, dans notre réseau, on est très attentif à leur situation, puisqu'on sait très bien que c'est une double violence. Et puis, je voudrais juste ajouter un mot sur la question des enfants. On sait que dans la situation des violences conjugales, les enfants sont aussi très fortement impactés. Ils sont aussi victimes, qu'ils soient exposés aux violences ou victimes de maltraitance directe. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de maltraitance directe. D'ailleurs, on souligne aujourd'hui, dans le cadre du confinement, des femmes indiquent que les violences ne sont plus seulement dirigées contre elles, ce qui était déjà pour elles insupportable, mais sont aussi dirigées contre leurs enfants. Et cette question des enfants dans les violences conjugales, on a encore aussi une marge de progrès à avoir sur la question des droits de visite et d'hébergement, sur la question de l'exercice de l'autorité parentale.
On a obtenu une circonstance aggravante lorsque les enfants sont témoins des violences conjugales dans la dernière loi, mais je pense qu'on a encore une marge de progression importante pour comprendre que le danger, il est aussi sur les enfants dans les situations de violence conjugale et qu'il faut à un moment donné penser la séparation et la sécurité des femmes avec leurs enfants. Je pense qu'Ernestine aura aussi beaucoup de choses à ajouter sur ce. Oui, quelques mots ajoutés, sachant que… D'abord, je vais prendre sur les enfants puisque c'est la dernière chose qui vient d'être dite. Je partage bien sûr tout ce qui vient d'être dit. En fait, la violence dans le couple ne s'arrête pas à la fin de la vie conjugale. Et même, elle perdure à travers les enfants. C'est vraiment important à penser. Donc, si on ne pense pas à la parentalité sous l'angle de la violence conjugale, la violence va se perpétuer à travers les enfants. Donc, il y a vraiment à penser le contrôle social de l'homme violent aussi dans le cadre de la parentalité. Et la loi qui vient d'être votée, la loi Pradier, indique que dans le cadre de l'ordonnance de protection au moins, mais il faudrait l'élargir, quand il y a violence conjugale, eh bien, il faut absolument que le droit de visite s'exerce dans un lieu médiatisé. Et si ça ne s'exerce pas dans un lieu médiatisé, ça suppose que le juge le notifie de manière précise. Et la deuxième chose, c'est qu'il existe des possibilités aujourd'hui, la mesure d'accompagnement protégé, donc une association qui va chercher l'enfant sur le lieu de résidence de la mère pour l'amener vers le lieu du droit de visite du père. À quoi ça sert? Ça sert à deux choses. Un, à sécuriser le retour, parce qu'on a vu dans cette période de confinement qu'un certain nombre de violents ne rendaient pas les enfants, donc très important. Et la deuxième chose, donc, à sécuriser pour la mère et pour l'enfant le fait que, à l'occasion du droit de visite, monsieur ne va pas réagresser madame, parce que c'est quand même des choses aussi qui se font. On a vu notamment dans les féminicides qu'un certain nombre de morts étaient arrivés de ce fait-là. Donc ça, c'est la deuxième chose que je veux dire. La troisième concernant les femmes étrangères, dans le cadre de l'ordonnance de protection, c'est assez exceptionnel dans le droit français, les femmes migrantes, étrangères, ont le même, avec ou sans papier, ont les mêmes droits. Donc l'aide juridictionnelle provisoire, et si elles obtiennent l'ordonnance de protection, elles ont automatiquement un premier titre de séjour ou un renouvellement. C'est vraiment important. C'est peu utilisé et les préfectures sont parfois très réticentes à le pratiquer, mais c'est la loi. Et donc, a priori, on pourrait imaginer que nul n'est censé ignorer la loi. Et pour ce qui est des femmes étrangères, on a parlé au départ d'interprofessionnalité, interprofessionnelle. Je pense que c'est très important parce que pour les femmes étrangères, encore plus que pour les autres, il y a vraiment besoin d'avoir ce lien entre les associations, les avocats, les policiers pour que les choses soient sécurisées, parce qu'elles sont encore plus insécurisées que les autres. Et parfois, on leur dit, vous n'avez droit à rien. Si vous portez plainte, ils vont vous renvoyer au pays. Heureusement, nous sommes dans un état de droit. On ne renvoie pas au pays une femme qui porte plainte pour violence conjugale. Et si par hasard ça se faisait, merci de nous en informer, on mènerait une grande campagne parce que normalement, ça ne se fait pas. Donc, c'est très important que tout le monde soit auprès de ces femmes qui sont particulièrement vulnérables pour les accompagner et leur permettre d'user de leurs droits. Et la dernière chose dont je veux parler, Françoise a parlé de l'hébergement pour les femmes victimes, c'est très important et je pense qu'on est encore assez loin du compte. On a vraiment besoin davantage de lieux d'hébergement pour les femmes victimes, mais un des moyens pour limiter ce nombre, c'est quand même l'éviction du mari violent. C'est dans la loi. Nous ne savons pas à l'heure actuelle combien il y a d'évictions, pas seulement pour la période de confinement, mais en général, parce que le logiciel de la justice ne nous permet pas de savoir. Donc, on a un problème d'évaluation de cette politique publique. Or, l'éviction du mari violent permet à la fois à la dame et à ses enfants de rester, si c'est possible, c'est-à-dire si elles ne sont pas trop, si elles n'ont pas trop peur, si elles n'ont pas trop mauvais souvenirs, etc. Mais ça permet quand même de rester dans l'environnement habituel. Très important. Et nous avons, dans cette période de confinement, mis en place des chambres d'hôtel pour les agresseurs, pas pour les mettre dans le confort d'un hôtel magnifique, mais pour les mettre dans une situation où nous savons où ils sont,
où le contrôle judiciaire peut s'exercer à travers l'hôtelier et où donc la dame reste en sécurité tranquillement chez elle. Merci. Un propos conclusif de Christiane Ferrell-Schul, peut-être pour terminer cette heure très dense et extrêmement utile, même si elle est sans doute incomplète tant le sujet est vaste. Oui, hélas, incomplet parce que le sujet est tellement riche qu'on ne peut pas épuiser toutes les questions et préoccupations des uns et des autres. Je pense qu'on retiendra que les signalements de violences intrafamiliales ont beaucoup augmenté pendant la période de confinement, puisqu'on parle d'un chiffre de plus de 30%. Ce qui ressort de nos échanges aujourd'hui, c'est que il y a de nombreux professionnels, il y a des associations qui se sont organisées pour protéger les victimes et pour être présents. Et c'est dans ce contexte aussi que le Conseil national des barreaux a pris sa part en mettant en place une permanence téléphonique juridique gratuite qui est assurée par des élus du Conseil national des barreaux et qui vise à informer et orienter vers un avocat territorialement compétent en matière de ces violences intrafamiliales et l'objectif étant de pouvoir obtenir rapidement une ordonnance de protection ou d'assister dans le cadre d'une audience correctionnelle. Alors, je disais, alors ce numéro de téléphone, il a été mis à la disposition des professionnels, des pharmaciens, des médecins, des gendarmes, des écoutants du 3919, des associations dédiées à la lutte intrafamiliale. Il n'a pas vocation à se substituer au numéro d'appel. Il est là pour compléter le dispositif et on voit bien que nous sommes un maillon de la chaîne et nous souhaitons jouer ce rôle-là dans ce contexte d'ensemble pour lutter contre ces violences intrafamiliales extrêmement préoccupantes. Alors, il y a des sujets qui n'ont pas été abordés, notamment, ou en tous les cas pas suffisamment. Quand on parle de violences intrafamiliales, il y a évidemment les enfants qui sont des victimes, parfois les premières victimes. Nous n'avons pas non plus parlé de certaines zones territoriales qui ont plus difficilement accès à la justice. En vous disant ça, j'évoque eh bien, la Guyane, j'évoque également Mayotte, où j'ai pu me rendre et où j'ai pu de visu constater qu'il y a des associations qui sont présentes pour aider, accompagner, mais qu'accéder à un juge peut être extrêmement compliqué. Il y a des zones où l'accès à la justice ne se fait pas et pour lesquelles il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Il y a des territoires où nous devons apporter cette réponse juridique et judiciaire et où nous devons encore poursuivre cet effort. Alors, il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu aussi, qui sont les difficultés, l'instrumentalisation qui peut être faite, certains se plaignant finalement que ce principe de précaution qui a été évoqué, qui fait que l'on écoute la victime, eh bien, peut être mal vécu et il y a des situations où les choses ne se déroulent pas exactement comme on l'avait anticipé. Alors, ça veut dire simplement que le débat se poursuit, ça veut dire que la rencontre annuelle que nous avons le 25 novembre est absolument essentielle, que c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui ne pourra se faire que dans la complémentarité. Je vous remercie infiniment pour votre participation, je remercie chaleureusement les intervenants et je vous invite à ne pas manquer notre prochain e-débat qui aura lieu jeudi prochain sur le thème droit des patients, droit des soignants. Donc un débat qui aura lieu le 7 mai prochain de 11h à midi. Je vous donne rendez-vous. Merci encore pour votre présence et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà.